Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire solution dédié aux fondations pour comprendre les opportunités et les modalités de partenariat. Je vais allumer ma caméra pour que vous me voyez. Je suis Martin Durigneux, un des cofondateurs de l'Institut Transition et président et fondateur d'Ancilla, qui est une association engagée pour la transition écologique et les solidarités sur la région lyonnaise. Et quand je vais m'exprimer sur les premiers apports méthodologiques introductif. Je le ferai à la fois en tant que fondateur d'institut, formateur et accompagnateur de l'Institut Transition, et à la fois en tant que président fondateur d'Ancilla, cofondateur d'Ancilla, où j'ai été amené à travailler avec un certain nombre de fondations et de tirer un certain nombre d'expériences qui seront toutes relatives, et j'attendrai de mes collègues divers et variés, témoins divers et variés, de venir aussi enrichir, contredire, nourrir ce que moi j'aurais pu apporter de mon simple témoignage. Alors pour commencer, peut-être quelques points introductifs sur le mode de fonctionnement. Vous n'avez pas la possibilité d'interagir par le son, vu qu'on risque d'être potentiellement 250 participants au pic de notre activité, en espérant qu'on n'ait pas des personnes qui restent à la porte, comme pour le premier webinaire dédié aux dons. Vous pouvez par contre poser toutes vos questions dans le chat. Léa, qui est avec moi, pourra les enregistrer, enfin les épingler, pour permettre de les conserver. Et on pourra ainsi avancer. Moi, je ne vais plus voir les questions à partir du moment où je vais faire tourner les slides, parce qu'avec GoToMeeting, on a un petit problème à ce niveau-là. Donc, quand je vais commencer à faire tourner les slides, je ne verrai plus vos interactions. Je laisserai à Léa le soin de gérer les réponses avec vous pour des problèmes techniques, et à Isabelle, Nicolas et Camille le soin de répondre, et Philippe au soin de répondre à vos questions. On n'aura pas d'avis de Sèvres de la Fondation Nature et Découverte. J'en dirai un petit mot, il n'a pas pu être disponible pour des raisons d'urgence. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat qui permettront de répondre soit au fil de l'eau, soit en fait moi je vais les garder et y répondre à la fin, ou proposer aux personnes intervenantes suivant les questions d'y répondre. Léa les épinglera pour que ce soit plus facile et efficace. N'hésitez pas dans le chat à partager votre prénom, votre association, de quel coin de la France ou d'ailleurs vous êtes, et potentiellement de glisser un mot si vous avez déjà travaillé avec des fondations, souvent, rarement, ce qui permettra aussi pour les personnes qui voient le chat, c'est-à-dire pas moi, tous les autres et toutes les autres, de savoir un peu le niveau de connaissance que vous avez, donc aussi de pouvoir adapter certains propos dans les présentations des différentes fondations. Le but de ce webinaire, en fait, va être de vraiment vous donner des billes à travers un petit apport introductif qui sera le mien, et ensuite des témoignages de différentes fondations qui permettront de comprendre comment on peut interagir avec elles. Petite présentation des intervenants. Je me suis présenté, j'avais pas la place de me mettre dans les photos. On accueille Camille Mauguier de la Fondation de France, chargée de mission Centre-Est, Philippe Mayol, directeur général de la Fondation Terre Solidaire, Isabelle Susini, directrice de 1% pour la planète, et Nicolas Depourter, délégué général de Doumoro, qui est un fonds de dotation qui nous présentera. Et on excuse David Sèvres, directeur de la Fondation et des engagements de Nature et Découverte, qui a eu des obligations de dernière minute avant ses vacances et qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, et qui présente ses excuses auprès de tout le monde de ne pas pouvoir être parmi nous. Petite présentation avant qu'on attaque le contenu directement de l'Institut Transition pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux 2 premiers webinaires. L'Institut Transition, c'est un institut de formation associatif et non lucratif qui a été créé à Lyon en 2019 par des associations, en particulier Ancilla, association que j'ai cofondée, et d'autres associations de la région lyonnaise, et des formateurs et formatrices engagés dans les transitions écologiques et les solidarités, avec 3 grandes vocations. La première grande vocation qui est d'accompagner les évolutions professionnelles vers des métiers et missions dans la transition écologique et les solidarités, avec un programme Nouvelle Voie qui est sur 1 an, auquel participe Nicolas Daya, qui nous a offert ce magnifique bug de démarrage, de confusion des Nicolas. Former et outiller, en deuxième mission, former et outiller les équipes des associations et des entreprises porteuses de la transition écologique et des solidarités. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce webinaire solution, avec, on va dire, 3 dispositifs. Les formations boîte à outils, que je présenterai un petit peu après, qui sont des formations professionnelles courtes. La lettre solution, que vous avez pu déjà dans votre inscription choisir de la suivre ou non, qui est une lettre d'information avec des veilles d'appel à projet, de financement, de formation, des ressources utiles,
un podcast où on partage des trucs et astuces entre structures écolo et solidaires, un décryptage juridique par Alice, qui est notre juriste en droit social à la base, mais qui étend un peu ses compétences pour aider les associations et les entreprises écolo et solidaires. Et pour ce printemps, un premier cycle de webinaires pour venir apporter du contenu aux associations. La lettre solution est plutôt centrée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais en fait, elle est pertinente pour 80% de ses contenus quand vous êtes dans d'autres territoires. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour suivre les différents contenus proposés. Troisième objet de l'Institut Transition, c'est accompagner la transition écologique des associations d'éducation populaire, de solidarité, d'action sociale, culturelle et sportive, avec un dispositif qu'on appelle formation tout terrain. Et Léa, qui m'accompagne pour ce webinaire, est en charge de toute la dimension éducation populaire, où on accompagne des associations d'éducation populaire dans leur transition écologique, leur mise en place d'actions pour à la fois avoir réduire les impacts écologiques et avoir plus d'accompagnement des publics vers la transition écologique. Formation boîte à outils en quelques mots, c'est une trentaine de formations courtes de 1 à 5 jours qui visent à accompagner des structures écolo et solidaires de la grande région Aura et au-delà, hein, puisqu'on a des gens qui viennent de Paris, de Marseille, de Toulouse pour suivre ces formations. C'est des formations de 1 à 5 jours, donc c'est des formations assez courtes, pensées par et pour des structures engagées. Les personnes qui forment chez nous sont toutes expertes naturellement des domaines dans lesquels elles forment, mais aussi expérimentées dans des associations, des entreprises qui nous ressemblent en termes de dimension, en termes de projet, en termes d'enjeux, en termes d'équipe, pour que les apports formatifs soient les plus proches de nos réalités de terrain. Là, j'ai présenté cette formation adaptée pour le développement des associations et vous aurez le support, vous pourrez découvrir le catalogue boîte à outils et regarder un peu plus en détail si cette formation a du sens pour vous. C'est moi qui les coordonne, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour toute question, pour tout échange, pour besoin aussi qui ne serait pas dans ces formations que vous rencontrez. Ça viendra nourrir les prochains catalogues, donc n'hésitez pas dans tous les cas à interagir avec moi. Petit rappel sur nos 3 webinaires. On a fait 3 webinaires ce printemps qui sont tous disponibles en rediffusion bientôt. Le premier est déjà disponible en rediffusion. Le second, il arrivera dans quelques jours. Le premier était sur les dons et mécénats pour comprendre leur potentialité et gagner en autonomie. Le deuxième était sur le bénévolat avec Fanny pour renforcer cet engagement au sein de nos structures. Et le troisième, que j'animerai avec un certain nombre de témoins, sera sur les fondations pour comprendre les opportunités et modalités de partenariat, vous le savez, puisque c'est celui d'aujourd'hui. Au programme du webinaire, un petit temps d'apport méthodologique introductif assez court, d'une quinzaine de minutes, suivi de 4 témoignages du coup, puisque David ne sera pas parmi nous, ce qui laissera un tout petit peu plus de temps à Camille, Isabelle, Philippe et Nicolas pour témoigner. On aura un petit temps de conseil où chacun et chacune sera amené à donner un conseil un peu utile d'après elles et eux pour bien remplir un dossier ou pour bien interagir avec une fondation, le cas échéant. Pour les questions, comme je disais, au fur et à mesure, et Léa les collecte, ça permettra d'y répondre soit en bloc, soit dans le chat pour les personnes qui voient le chat, puisque je le rappelle, je ne vois pas le chat, donc si je ne vous réponds pas quand vous interagissez avec moi, ou je vous donne le sentiment de ne pas du tout m'intéresser à vos questions, c'est normal, je ne les vois pas, donc je ne peux pas m'y intéresser. Alors, petit temps introductif sur les fondations en France, panorama et enjeux légaux. Un petit premier point pour qu'on sache de quoi on parle. Quand on parle de mécénat, je vais distinguer 2 types de mécénat. Le premier que j'appelle le mécénat spontané, qui est celui par des entreprises, des salariés de nos communautés qui ont envie de nous aider, qui nous connaissent, qui nous découvrent dans nos territoires par exemple, et qui se disent « Ah bah cette association elle est chouette, j'ai envie de lui donner un coup de pouce et que ce soit un mécénat en nature ou un mécénat financier, j'ai envie de les aider ». De ce point de vue-là, ce mécénat, on va peu l'évoquer dans ce webinaire. On en a pas mal parlé dans le webinaire numéro 1, puisqu'en fait, c'est le même mécénat que celui qu'on a dans une stratégie de don, puisqu'on va parler à des particuliers, à des personnes qui vont avoir un coup de cœur pour nous, avoir envie de nous soutenir, soit sur un temps court, soit dans la durée. Donc, avoir en tête que ce mécénat-là n'entre pas en fait dans la logique des mécénats des grandes fondations qu'on va évoquer là, qui, elles, fonctionnent beaucoup plus dans un cadre d'appel à projet ou de convention de partenariat, beaucoup plus structuré et structurant, et ont un mode de dialogue beaucoup plus proche de celui qu'on a avec des institutions publiques, par exemple, puisqu'on va avoir un interlocuteur professionnel, on va avoir un dossier, on va avoir un suivi administratif, un suivi technique, parfois assez important. Donc très différent du mécénat coup de cœur, où en général les gens nous donnent et ensuite n'attendent que de recevoir
un peu de nouvelles régulièrement pour garder le lien avec nous. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ce mécénat structuré autour de fondations et de fonds de dotation qui ont parfois ou pas des cadres d'appel à projet. Ça, c'est ce que nous présenterons chacun et chacune. Petite précision, quand on parle de fondation et fonds de dotation, je ne vais pas faire la typologie classique où on a différents types de fondations d'un point de vue juridique, mais plutôt dans l'esprit comment ces fondations existent et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans notre dialogue, en distinguant trois grands types de fondations, celles qui sont liées à une ou des personnes, soit vivantes, soit décédées, mais souvent quand elles sont décédées en lien encore avec les familles de ces personnes, qui du coup vont avoir un côté très personnel, très convivial dans leur mode de penser les appels à projets. Ce sera notamment le cas de Doumoro autour d'une famille de la grande région lyonnaise qui pourra témoigner de comment se structure ce type de fonds de dotation où la présence des familles est encore importante dans les choix. On a un deuxième cas qui est le cas où c'est plutôt lié à un projet collectif. Donc là, lié à une envie de transformation de la société qui amène potentiellement, par exemple, une association à créer une fondation pour aller plus loin ou pour aider d'autres associations. Et donc ça sera le cas de Terre Solidaire avec Philippe, où on a là un projet qui est d'abord un projet associatif qui transforme à côté ou en parallèle un projet de fondation pour venir accompagner d'autres associations. Et on peut avoir des cas où c'est lié à une entreprise. Là, c'était le cas de la fondation, notamment Nature et Découverte, où du coup, on a vraiment parfois même le nom de la fondation et le nom de l'entreprise et un projet qui va être lié assez directement ou plus indirectement avec le projet productif, les valeurs portées par l'entreprise en tant qu'entreprise. Et on a le cas de la Fondation de France que nous présentera Camille, qui est bien plus vaste, puisqu'il implique plein de statuts différents. Donc Camille aura aussi un peu mandat à nous introduire à cette diversité du point de vue de la Fondation de France. De même, le cas de 1% pour la planète est assez atypique aussi. Et du coup, Isabelle pourra nous introduire des enjeux un peu plus fins autour notamment du monde des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent soutenir des associations écolo en particulier. Petit panorama en quelques chiffres des fondations en France. Alors là, ça ne va pas recouvrir nécessairement toutes les fondations dans ce que j'ai pu dire. C'est les fondations d'entreprise et les fonds de dotation liés au mécénat d'entreprise en particulier, issus d'un rapport de Ernst Young, de EI et EY et Entreprise pour la Cité, pour le Centre français des fonds de dotation et des fonds et fondations. Pardon. On a à peu près 7392 fondations et fonds de dotation en France, une hausse de 12% par rapport à 2022, ce qui veut dire que ça progresse en nombre en tout cas, avec à peu près 14 milliards levés en 2021. Pour donner des éléments assez intéressants aussi, alors sur une enquête qui concerne 127 des 7392 fondations, donc qui est une enquête plus réduite en volume, on a une forte prédominance des structures d'action sociale avec l'action sociale et l'insertion professionnelle qui représentent plus de 50% et plus de 60% des objets des fondations. 51% pour l'éducation. Il faut avoir en tête que des fondations peuvent croiser plusieurs objets, évidemment. Et on a l'environnement qui arrive en quatrième avec 43% et une hausse significative puisqu'elle était à 26% en 2022. Donc on a presque un doublement, un peu moins quand même, mais presque un doublement depuis 2022 de l'enjeu environnemental. Et Doumoro, par exemple, sera un bon exemple de structure récemment créée, mais il y en a un certain nombre d'autres pour nous qu'on connaît dans la région lyonnaise, par exemple, qui sont nées depuis moins de 5 ans. On a un processus où l'environnement devient de plus en plus important dans ces fondations. Le handicap arrive en 5e position avec 32%. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez regarder, j'ai mis le lien dans le support que vous recevrez, vous pourrez accéder à cette enquête globale. Avoir en tête que pour 64% des structures, la territorialité est un enjeu important dans leur stratégie de mécénat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui devient par ailleurs de plus en plus important, mais qui reste assez isolé les unes des autres, puisque on en a plus de 60% qui ne sont pas dans un collectif de mécènes à échelle locale, comme peut être 1% pour la planète, par exemple. Petit mot sur la place des fondations dans les modèles économiques et socio-économiques des associations. C'était pour resituer où, dans la plupart des associations avec lesquelles nous, on peut travailler, qu'on peut former, qu'on peut accompagner, on retrouve les fondations. Il faut avoir en tête qu'on a trois grandes briques quand on parle de modèle économique. Les ressources publiques liées à des subventions publiques qui constituent souvent la ressource
historique pour la plupart des associations. On verra qu'il y a des exceptions, mais la plupart des associations porteuses de la transition écologique et des solidarités qui bénéficient de subventions au long cours pour mener leurs actions, financements qui sont plutôt stables, même s'ils ont tendance à être en réduction, ce qui a amené notamment ce cycle de 3 webinaires. Deuxième grand ensemble de ressources, les ressources marchandes, qui sont plutôt rares dans les associations, parce qu'elles sont plutôt une ressource d'appoint au modèle socio-économique, mais quand elles deviennent centrales, elles vont avoir un impact assez fort sur le projet associatif, puisque elles vont interroger quel est notre public, quelles sont nos actions pour nous amener à ce que notre public et nos actions génèrent des ressources financières, et quelle différence on va avoir avec une entreprise de ce point de vue-là, et des problématiques de fiscalité, puisque pour respecter la concurrence, libre et non faussée, on va être amené à se fiscaliser et donc à changer un peu la nature de notre structure. Donc ça fait que la plupart du temps, les structures qui souhaitent avoir beaucoup de ressources marchandes vont souvent avoir une stratégie de créer une entreprise ou de séparer leurs comptes pour avoir une activité marchande d'un côté et leurs activités d'intérêt général d'un autre. Donc il y a pas mal de montages possibles si vous êtes concerné. N'hésitez pas à vous rapprocher soit de nous, soit de juristes en droit des associations qui pourront vous donner des billes sur les meilleures manières de structurer cette cohabitation entre un modèle associatif classique d'intérêt général, bénévole, militant, et un modèle économique marchand basé sur des produits et des services concurrentiels. Et les ressources citoyennes, qui sont le dernier ensemble dans lequel on retrouve les fondations, qui sont en fait le soutien apporté dans un objectif de soutien aux associations par des personnes morales ou des personnes physiques, soit sous la forme de bénévolat, de mécénat de compétences, d'engagement personnel, soit sous la forme de dons financiers qui vont représenter une part plus ou moins importante. Dans la plupart des associations avec lesquelles on peut travailler, c'est plutôt une petite part qui va aller au maximum jusqu'à 50%, mais qui est du coup une ressource d'appoint. Mais on a des exemples, notamment dans les associations d'inspiration catholique, de structures qui ont une base de donateurs, donatrices et de mécènes importantes, qui peuvent amener de 70 à 100% de financement citoyen. Philippe, pour en dire deux mots, avec le CCFD Terre Solidaire, qui a une grande partie de ses ressources liées à ces ressources citoyennes de dons et de mécénat, indépendamment de la fondation, par ailleurs, Terre Solidaire elle-même. Spécificité des fondations, c'est quelques partages d'expérience. Alors là, du coup, je prétends pas du tout à être dans une justesse scientifique. Je partage ce que nous, on peut observer en tant qu'institut et à Antiela en tant qu'association qui accompagnons beaucoup d'associations qui se montent à aller vers les fondations. C'est qu'on a une logique sous la forme assez proche des institutions publiques locales, avec des appels à projets d'un côté, réguliers ou permanents, donc plutôt une logique de guichet, mais aussi une pertinence d'essayer quand les fondations acceptent d'avoir des échanges informels, une interconnaissance qui va permettre de mieux comprendre les enjeux pour répondre aux appels à projets, mais aussi potentiellement de remonter dans la pile des dossiers qui sont déposés pour être priorisés quand il y a 50, 100, 200 dossiers à lire. Si la personne a rencontré la structure et a eu un coup de cœur ou en tout cas un avis favorable, ça aura potentiellement un avantage comparatif dans la remontée dans la pile et la lecture du dossier avant le passage en commission ou en comité, s'il y a une commission ou un comité. Deuxième point à avoir en tête, c'est que c'est souvent dans les fondations centré sur les objectifs d'innovation. C'est pas automatique, mais on voit beaucoup d'appels à projets ou de cadres dans lesquels s'inscrire qui invitent plutôt à soutenir des projets de développement, d'évolution, de changement d'échelle, massification ou d'innovation, expérimentation, nouveaux projets, plutôt que du soutien aux actions existantes et à la stabilisation. Donc si on arrive en disant voilà, je fais ça, l'idée c'est de pas bouger et de rester sur le même projet, il y a des chances qu'on ne soit pas priorisé par rapport à des projets qui arrivent avec des nouveaux projets, des développements, des changements d'échelle. Troisième point important à avoir en tête, c'est qu'il y a une tendance à des projets ponctuels. En tout cas, de ce qu'on observe, nous, les soutiens ont une durée de 1 à 3 ans, la plupart du temps avec les fondations avec lesquelles on travaille, contrairement aux institutions publiques où là, en général, on s'inscrit dans la durée sans date finale pour les institutions publiques locales. Évidemment, pour l'ADEME, par exemple, on va avoir des financements pareils de 1 à 3 ans. Et sur des projets spécifiques plutôt que sur un appui au fonctionnement. Donc c'est notamment particulièrement le cas pour des assos qu'on appelle nous primo soutenus, c'est-à-dire qu'ils vont entrer dans un partenariat avec une fondation. C'est rare que ça commence par une convention de longue durée. En général, il y a un financement d'1 à 3 ans et peut-être qu'il peut y avoir une transformation derrière. Ce sera aussi les témoignages de nos fondations invitées qui permettront de confirmer ou d'infirmer ça de leur point de vue. Nous, en tout cas, côté Antiela, nos soutiens ont toujours été de 1 à 3 ans
sans nécessairement de reconduction, voire pour le moment sans reconduction d'aucun de ces financements par des fondations. Sachant que c'était prévu, hein, je ne le dis pas en critique aux dites fondations, je le dis plutôt pour qu'on ait en tête que ça faisait partie du cadre prévisible et prévu au moment où on a commencé ensemble. Petit élément sur le cadre légal du don, soufflé notamment par Camille, que j'avais pas prévu de mettre, mais qui est important. Alors, il faut savoir qu'un mécénat, c'est un don, hein, donc quand je dis le don, le mécénat rentre tout à fait dedans par des fondations. Donc, on a 3 types de dons. Le don financier, c'est celui qu'on va étudier. Le don en temps et en compétences. Certaines fondations le proposent. Il faut l'avoir en tête, notamment des fondations d'entreprise. Donc, sous la forme de bénévolat, mais aussi sous la forme de mécénat de compétences. La différence entre les deux, ça sera le cadre qui sera donné, mais aussi, dans le cas du mécénat de compétences, la potentialité d'une défiscalisation du don de temps par des collaborateurs et collaboratrices, et le don en nature, qui vont être dons d'objets matériels ou immatériels, ou d'un service. Et dans ce cas-là, il faudra comprendre la valeur de la production du service. Mais ça, c'est moins l'objet aujourd'hui que dans le précédent webinaire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez regarder le premier webinaire où on en parle un peu plus en détail. Petit point sur la défiscalisation qui est quand même assez important à avoir en tête. La défiscalisation, c'est quoi? C'est combien? C'est un droit pour les fondations, et notamment fondations particuliers donneraient ou des entreprises donneraient, à une défiscalisation à 66% dans le cas d'une personne physique, une petite faute d'orthographe, désolé, et 60% dans le cas d'une entreprise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est possible que si les entreprises ou les particuliers sont assujettis à un impôt sur le revenu sur les sociétés, c'est-à-dire si cette année-là, ils ont fait soit assez de revenus pour un particulier pour être assujetti à l'impôt sur le revenu, soit des bénéfices pour être assujetti à l'impôt sur les sociétés pour une entreprise, et s'il n'y a pas de contrepartie de plus de 25% de la valeur du don. S'il y a des questions dans le chat, j'y répondrai après sur cette question de la valeur supérieure à 25%. Par ailleurs, peut-être que Camille, qui avait pas mal de connaissances sur le sujet, pourrait y répondre sans que j'intervienne a posteriori. Avoir en tête qu'il y a un seuil de défiscalisation pour les entreprises qui est à 20 000 € pour toutes les entreprises, et ensuite on passe sur 0,5% du chiffre d'affaires quand le seuil de 20 000 € est dépassé. À savoir que la défiscalisation n'est pas du tout obligatoire pour percevoir des dons. Si votre association ne peut pas défiscaliser des dons, elle peut quand même en recevoir. C'est simplement que les entreprises et fondations qui vous donneraient accepteraient de le faire sans bénéficier de la défiscalisation de leurs dons derrière. Ce qui est plus rare que pour les particuliers. Les particuliers, dans beaucoup de cas, ils ne s'intéressent pas à la fiscalisation, mais c'est pas impossible que des fondations décident de le faire. Je l'ai déjà vu assez régulièrement, des fondations accepter de ne pas bénéficier de la défiscalisation pour soutenir une association coup de cœur pour elle. Pourquoi c'est intéressant d'avoir la défiscalisation? Prérequis, beaucoup de fondations et fonds de dotation le demandent. C'est pas automatique, mais c'est très probable. Deuxièmement, la confiance. Pas mal d'entreprises qui vous connaissent moins seront rassurées par l'idée que vous êtes d'intérêt général. Troisième principe, potentialisation. Un don défiscalisé peut être multiplié par 3 à peu près, un peu moins dans le cas des entreprises, mais à peu près par 3. Et du coup, ça reste assez avantageux. Bon à savoir, Camille peut-être reviendra dessus avec son expérience de la Fondation de France qui est assez intéressante. La demande d'un rescrit fiscal est un choix stratégique à bien peser parce que le rescrit n'est qu'une communication entre vous et l'administration fiscale. Il ne vaut ni reconnaissance ni agrément et il est assez complexe à mettre en œuvre pour avoir une bonne réponse. Par ailleurs, il ne peut pas être communiqué à un tiers. En théorie, une fondation ne devrait pas vous le demander. Elle devrait vous demander de confirmer, par exemple sur une déclaration sur l'honneur, que vous êtes bien d'intérêt général d'après vous, en conformité avec la loi, blablabla. Mais en théorie, le rescrit est un outil de dialogue entre vous et l'administration fiscale, pas entre l'administration fiscale, vous et une fondation. Parce que ça ne vaut ni reconnaissance ni agrément. Le point de vigilance à avoir que me partageait Camille en off et qu'elle précisera, c'est que si vous avez un rescrit négatif et que vous le dites à la fondation, là, pour le coup, ça bloque tout le processus parce que vous êtes si vous continuez à émettre des reçus fiscaux, vous êtes de mauvaise foi. Même si vous vous êtes planté en émettant votre rescrit, en mettant des mauvaises réponses. Et si jamais vous devez aller vers un rescrit fiscal, faites-vous vraiment accompagner pour bien faire, pour pas avoir une mauvaise réponse, pas au sens une réponse négative, mais une réponse qui ne correspond pas réellement à la réalité de votre activité parce que vous avez mal répondu aux questions. Si vous avez une réponse négative que vous deviez avoir, c'est bien de le savoir. Le problème, c'est que vous pouvez avoir des réponses négatives, alors qu'en fait, en cas d'inspection, vous seriez bien validé comme d'intérêt général et pouvant défiscaliser. Simplement, vous n'avez pas bien répondu aux questions du rescrit fiscal. Et du coup, on va basculer sur les témoignages. C'est moi qui vais faire circuler les slides pour que vous ayez en tête Camille, Isabelle, Nicolas et Philippe. Donc, je vais essayer de coller à vos propos. Si je dois passer une slide et que je ne l'ai pas fait, vous me le dites.
je le ferai naturellement. Parce que du coup, quand on a essayé de faire premier webinaire, le passage de contrôle, ça buguait un peu. Donc pour s'éviter ça, je le fais directement. Donc la première personne qui va parler, c'est Camille, avec le chapeau Fondation de France, qui est la fondation des fondations, la plus grande fondation. Donc je te donne la parole et j'essaye de suivre, mais tu n'hésites pas à me dire slide suivante quand je ne le fais pas bien. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et tous. On t'entend très bien. Super. Merci Martin pour cette invitation à nouveau. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Ce midi, peut-être même. Camille Moguier, moi je suis donc en charge des missions sociales de la délégation Centre-Est de la Fondation de France. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Centre-Est, déjà, c'est un périmètre de 16 départements et je vais y revenir. Et ce qu'on appelle mission sociale à la Fondation de France ou action philanthropique, on aime bien les petits mots comme ça, c'est en fait un des 3 grands métiers de la Fondation de France qui est celui d'identifier, de financer et d'accompagner des initiatives d'intérêt général. Donc très concrètement pour mon métier, moi je suis un peu une gare d'aiguillage entre les acteurs de proximité et les différents programmes, canaux, équipes de la Fondation de France et de notre réseau. On est 2 dans l'équipe sur ces missions-là, hein, à Lyon, les bureaux sont à Lyon et moi je suis plus particulièrement en charge des enjeux de coopération territoriale et de développement local, de transition écologique juste et solidaire, de culture et de création, de prévention des crises et des catastrophes. Bon, je vous fais pas toute la liste, mais globalement, c'est un peu mes focus thématiques. Globalement, ça veut aussi dire que je conçois, que je pilote la stratégie régionale en matière de mission sociale. Je vais y revenir. Sur quoi on agit, où on doit monter des programmes spécifiques, comment on doit adapter nos programmes existants par rapport au réel et aux besoins. Ça fait partie de mes missions. Et je coordonne aussi l'équipe d'experts bénévoles de la Fondation de France, puisqu'on est accompagné par des experts bénévoles qui sont le prolongement de nous-mêmes et qui nous aident au quotidien dans nos missions. C'est à peu près 30 personnes en Centre-Est. Et ensuite, je contribue aussi à des stratégies sur plusieurs causes au niveau national. Peut-être pour avancer, Martin, si tu veux bien, je vais vraiment commencer pour aller vite sur le grand chapeau sur la Fondation de France, qui on est, comment on est organisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est donc, comme le disait Martin, c'est bien dit, on est un peu la fondation des fondations, dans le sens où on est donc une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 69 par De Gaulle et Malraux sur cette conviction un peu générale que chacun de nous a le pouvoir d'agir pour l'intérêt général. Globalement, notre mission, pour vous la détailler un peu plus, si tu veux bien avancer, Martin, de slide. Globalement, donc on est le premier réseau de philanthropie en France, puisqu'on abrite près de 2 tiers des fondations abritées du pays. On est le premier financeur privé de l'intérêt général avec ce gros réseau. Et notre spécificité, c'est d'être la fondation de toutes les causes. On a vraiment une action très large qui vise à la fois encourager la générosité et l'engagement des particuliers et des entreprises sur notre territoire, soutenir des projets, identifier et soutenir des projets d'intérêt général qui répondent aux besoins locaux. On a aussi une mission un peu annexe, si je puis dire, en tout cas sur laquelle je suis pas particulièrement mobilisée, mais qui est plutôt pilotée au niveau national de promotion de la philanthropie de façon générale, donc une philanthropie engagée, responsable. Donc on a un observatoire qui produit des études, etc. Voilà, ça fait partie aussi de notre mission. Peut-être pour vous détailler plus globalement, quand on dit sur toutes les causes, c'est vraiment sur la conviction. Pourquoi on intervient sur toutes les causes? C'est parce qu'en fait, on considère que toutes ces problématiques sociales, environnementales, de santé sont toutes interconnectées. Hein, on vit dans un monde complexe et donc on ne peut pas être efficace si on agit sur une seule de ces causes dans un silo. Donc ça, c'est vraiment pour ça qu'on intervient sur tous ces grands champs d'action. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, ensuite quelques grands items, grandes idées. Donc c'est ce que je vous disais, on abrite près de 980 fondations abritées. Ça, c'est les chiffres de l'an dernier. Ça représente à peu près 372 millions d'euros au niveau global. Donc ça, c'est nos programmes propres Fondation de France et l'action de nos fondations abritées. À peu près 12 000 initiatives ou structures financées l'année dernière. 1 million de donateurs actifs et puis 280 salariés et 560 experts bénévoles. Globalement, sur notre organisation,
La Fondation de France, effectivement, elle est structurée en diverses entités. Le siège est à Paris. Et puis, on a très vite créé, dès 1976, on a été la première région et les autres ont suivi. On a 6 fondations régionales qui sont en fait des délégations, hein. On n'est pas juridiquement indépendant, on est des départements, si vous voulez, pour vraiment déployer et agir au mieux en proximité. Parce que faire notre métier depuis le siège, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être très pertinent ni efficace. Donc moi, je représente aujourd'hui et je suis là en tant qu'acteur de proximité, dans le sens où on est donc l'entité Centre-Est. On est ce que vous voyez en orange en fait sur la carte, c'est-à-dire un périmètre de 16 départements, donc toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, donc d'où le Jura, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Nos bureaux sont à Lyon, mais on a des yeux et des oreilles, et une équipe qui est répartie un peu sur tous nos départements, par le biais de nos experts bénévoles justement. Globalement, on est une équipe de 9 salariés en local, et l'année dernière, ça représente à peu près un peu plus de 1500 initiatives soutenues sur notre territoire, avec un budget de peu près 35 millions d'euros. Et ça, j'insiste, c'est les programmes Fondation de France et l'action de nos fondations abritées combinées. Ce qui est peut-être intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a un grand nombre il y a quand même un grand nombre de fondations abritées, hein, qui ont un lien avec notre territoire. On peut en compter à peu près 80 qui ont un lien avec le territoire parce que issus de familles basées sur le territoire, ou d'entreprises qui ont un lien avec notre région. Et il y en a à peu près 18 qui sont accompagnés localement par une référente de fondation, on appelle ça comme ça chez nous, qui est basée à Lyon. Donc c'est vraiment des fondations qui ont une action uniquement sur notre région pour le coup. Peut-être pour vous détailler, tu peux avancer de 2 slides même, Martin, je pense. Vous détailler un peu plus concrètement pour les porteurs de projets comment ça fonctionne, ce réseau Fondation de France et nos programmes, parce que c'est souvent perçu comme quelque chose d'un peu nébuleux pour vous. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'intervenir aujourd'hui pour essayer de rendre ça plus clair, plus lisible et plus facile, plus compréhensible pour vous. L'action de la Fondation de France en tant que financeur de l'intérêt général, elle a été structurée depuis 2023. Ça a été un grand chantier, mais on a pas mal revu nos modalités d'action. On a structuré ça en 9 grandes causes, 9 grands champs d'action qui recouvrent vraiment les thématiques principales, hein. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais globalement, vous avez voilà, des sujets importants, transition écologique juste et solidaire, se préparer et répondre aux crises et aux catastrophes, nouvelle génération, droit et discrimination, voilà les grands enjeux de société sur lesquels la Fondation de France intervient. Et chacune de ces causes a sa feuille de route avec des modalités d'intervention qui sont différentes en fonction de ces causes et des besoins. Peut-être pour vous détailler un petit peu des principes, quelques principes généraux fondamentaux à la Fondation de France, qui sont importants pour nous et qui sont vraiment ce qu'on essaye de mettre en œuvre à tous les niveaux, j'insiste. Donc ça, c'est valable partout, tout le temps. On a vraiment le souhait, et globalement d'être à la racine, comme on dit, des enjeux, c'est-à-dire de soutenir et d'accompagner des initiatives qui travaillent sur les causes profondes des problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux, et qui ne sont pas que sur l'action sur les symptômes. Ça ne veut pas dire que parfois il ne faut pas penser les symptômes, bien au contraire. Donc on essaye toujours en tout cas d'aller sur des projets qui transforment ces problématiques. Ça veut dire du coup aussi un souhait d'agir davantage dans la durée. Ça, c'est un changement aussi depuis 2 ans. On est vraiment en train de refondre nos modalités d'intervention pour sortir du tout appel à projet. On sait que c'est complexe, hein, pour le secteur associatif dans son ensemble. C'est vraiment, voilà, on en est tout à fait conscient, et donc pour ça, on a repensé nos modalités d'intervention pour introduire à la fois du repérage direct de structures, de projets, et des appels à projets quand c'est vraiment utile et nécessaire, et que ça apporte quelque chose sur un sujet nouveau, sur un territoire moins, moins irrigué, ou des choses comme ça. On essaye aussi d'accompagner de manière plus structurelle et plus approfondie les structures, donc ça va vers des financements systématiquement pluriannuels. Alors Martin le disait en intro, c'est effectivement souvent
des financements de 3 ans, mais pour autant, nous, on peut refinancer des structures dans la mesure du possible, évidemment, mais ça nous arrive, en tout cas, sûrement pas sur le même canal, mais sur d'autres canaux au sein du réseau, et il y en a quand même un certain nombre. On soutient aussi des structures et pas que des projets. Ça, c'est vraiment important pour nous, parce qu'on sait que c'est très compliqué pour le monde associatif de devoir saucissonner des budgets par projet. Et on essaie toujours d'agir en complémentarité des autres financeurs. Ça, c'est vraiment important pour nous, c'est-à-dire de nous positionner là où on a un levier en tant que philanthrope, donc là où il y a des angles morts, là où il y a des trous dans la raquette, des sujets qui sont sous-financés. Donc, on va essayer d'en favoriser l'émergence, etc. Donc, effectivement, on soutient beaucoup d'expérimentation. Pour autant, ça ne se limite pas à ça, et on peut être amené à apporter des soutiens de stabilisation, de consolidation quand c'est pertinent. Là, on vous a mis un petit peu, j'essaie de vous mettre le parcours type pour un porteur de projet. Évidemment, il y a la phase d'information. Je vous ai mis quelques liens vers notre site, où vous avez du détail qui est en train d'être mis à jour d'ailleurs, puisqu'on a eu un grand chantier de transformation, donc c'est en train d'être mis à jour, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, il y a vraiment ce temps d'échange avec les équipes. Je vous ai mis les liens et j'en fais partie ici. Donc le but, c'est aussi de vous faire connaître, c'est-à-dire qu'on vous repère, qu'on vous connaisse. S'il n'y a pas de canal ouvert à ce moment-là, un instant T, il peut y en avoir un autre plus loin, plus tard. Et nous, on a besoin de connaître le territoire en fait et de connaître les porteurs de projets. Donc on vous invite toujours à nous contacter en nous partageant des éléments aussi sur vos structures, parce qu'on peut malheureusement pas faire de rendez-vous avec tout le monde en premier filtre. On aimerait beaucoup, mais on n'a pas les équipes RH pour le faire. Donc pour nous contacter, envoyez-nous toujours des éléments. Et puis ensuite, on a une phase de dépôt de dossier, d'instruction, avec des décisions qui se passent toujours en comité chez nous, des comités d'experts, de personnes qualifiées, et puis une phase de suivi et d'accompagnement derrière, avec une logique importante pour nous. Et je vois le temps qui file, donc je vais me dépêcher une logique qui est fondamentale pour nous de mécénat de confiance, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Vous le verrez, du coup, un petit focus sur les sujets de transition écologique juste et solidaire très rapidement. Globalement, ce qu'on recherche, et tu peux avancer peut-être 2 slides sur les critères, Martin, ce sera le plus parlant. Ce qu'on recherche, en fait, nous particulièrement, et c'est valable pour tous nos canaux, c'est vraiment ce que j'évoquais dans le caractère transformatif, c'est-à-dire qu'on va regarder évidemment le potentiel d'innovation. Est-ce que c'est un sujet nouveau? Est-ce que c'est un sujet qui est différemment traité? Un angle, des nouveaux publics ou des actions qui vont à la racine des problématiques et des enjeux adressés? Est-ce qu'il y a un potentiel de changement d'échelle? Alors le changement d'échelle, c'est pas toujours essaimer, monter des antennes, c'est pas du tout ça, mais en tout cas une capacité à diffuser les connaissances, les pratiques, à répliquer des initiatives, à en transmettre les enseignements à d'autres. Et puis un potentiel de coopération. Et la coopération, c'est pas forcément des consortiums d'acteurs énormes. Ça peut être coopérer avec les premiers concernés, avec les personnes concernées. Ça peut être coopérer de façon différente. Voilà. En tout cas, c'est les critères qui nous intéressent. Et enfin, pour terminer, juste vous dire 2 choses sur nos modalités d'action dans cette grande cause transition écologique juste et solidaire. On a plusieurs canaux. Donc au niveau régional et national, on repère en fait, et là on n'est pas dans une logique d'appel à projet, on repère au fil de l'eau tout au long de l'année des acteurs clés. Les acteurs clés, c'est ceux qui remplissent en gros les critères que je viens de vous présenter en slide précédente. Et donc on apporte des soutiens au fil de l'eau. Je vous ai mis quelques exemples de structures qu'on a pu soutenir dans ce cadre-là. On est en train de mettre en place, et ça c'est un peu la nouveauté de l'année, un focus régional, donc 113 pour l'instant en année 1, thématique sur les transitions des territoires de montagne. Donc c'est en train d'être ficelé, et on va lancer quelque chose à la fin mai 2025. Et puis enfin, au niveau national, on a 2 focus thématiques, c'est-à-dire une stratégie un peu forte sur 2 axes importants. Un axe sur les écosystèmes résilients, où vous pouvez avoir des actions sur les espèces et les habitats vulnérables à l'international, sur la protection et la gestion vertueuse des forêts françaises, avec aussi l'animation d'une coalition de fonds et fondations qui vient d'être tout récemment annoncée, et dans laquelle font partie certains intervenants aujourd'hui, l'appui à l'émergence et à la bonne gouvernance de solutions fondées sur la nature, notamment. Je vous ai mis quelques exemples.
Et puis un autre axe, et je termine là-dessus, sur les systèmes alimentaires durables, qui est en train d'être défini. Globalement, on va chercher à couvrir les enjeux de transformation des modèles de production, de résilience alimentaire et d'accès à l'alimentation durable. Mais je pourrais vous répondre à davantage de questions peut-être ensuite. Et puis une dernière modalité d'action dont je vais pas revenir, mais une coalition de fonds et de fondations sur le grandir en lien avec la nature qui a réuni aussi d'autres intervenants à ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas forcément y revenir en détail, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Et je m'arrête là. Je crois que j'ai été un peu longue. Je suis désolée. Je passe la parole à mes collègues. C'était très bien, merci beaucoup. Tu as débordé un tout petit peu, mais avec l'absence de David, ouais, on devrait être plutôt bien. Donc, merci. Tu peux couper ta caméra et Philippe, tu peux prendre le micro. Et tu as 5 slides, donc je devrais réussir à suivre derrière. Et Camille, n'hésite pas à répondre aux questions dans le chat auxquelles tu peux répondre par écrit dès maintenant. Philippe, à toi les micros. Bonjour à tout le monde. Désolé, j'ai un problème de caméra qui, visiblement, il y a un conflit avec l'application GoTo. Philippe Mayol, donc le directeur général de la Fondation Terre Solidaire. Quelques mots sur cette Fondation Terre Solidaire. Elle a été créée, comme le Martin le disait tout à l'heure, par une association, une ONG, qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, qui est une organisation de solidarité internationale et qui existe depuis plus de 60 ans, et dont l'action est uniquement orientée dans les pays du Sud, dans des actions par une approche par le changement systémique, hein, comme disait par Camille, comment agir sur les causes structurelles de la fin des conflits dans le monde, etc. Et l'association a souhaité créer en 2016 une fondation qui, elle, est orientée sur des enjeux liés à la transition écologique et solidaire. Alors pourquoi l'ONG a souhaité créer une fondation sur ces enjeux? Il y avait la conscience, une prise de conscience, là on est dans les années 2010, que l'ONG ne se saisissait pas pleinement de tous les enjeux liés à tous les bouleversements climatiques et environnementaux qu'on connaît. C'est parce que l'association, dans son identité d'ONG de solidarité internationale, aborde la question des changements climatiques ou de toutes les perturbations environnementales par l'angle d'adaptation et l'angle de la résilience. Donc, comment permettre aux populations dans les pays du Sud de, bah, de, d'arriver de vivre au mieux avec toutes les perturbations qu'on connaît actuellement. Et il y avait un peu un ressenti d'un manque au niveau de l'ONG entre autres, pour répondre aussi aux interpellations de groupes de scientifiques comme le GIEC par exemple, hein, qui nous disent que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas la faute de l'humanité en tant que telle, mais c'est la faute d'un système qui est notre système, notre mode de développement. Donc c'est tous les excès de notre modèle actuel de développement qui expliquent les crises écologiques, les crises environnementales, et on peut aussi élargir aux crises démocratiques, économiques, etc. Donc ce qui veut dire, c'est si on reste dans cette approche de changement, par une approche par le changement systémique, comment on agit sur les causes de ce système et ce qui veut dire comment on modifie nos habitudes individuelles et collectives pour se nourrir autrement, pour se déplacer autrement, pour avoir un autre rapport à la nature. Donc ça a été tout le sens de la création de la Fondation Terre Solidaire qui s'engage donc dans la transition écologique au sens de rupture avec le modèle actuel de développement et avec deux autres piliers, deux autres leviers qui sont intimement liés à cette notion de transition écologique. Il y a la notion de solidaire, hein, c'est que aussi dans notre nom, Terre solidaire, dans le sens où la transition écologique ne peut pas être un facteur d'aggravation pour les populations qui vivent dans des situations de plus grande vulnérabilité. Au contraire, si on raisonne de façon positive, comment la transition écologique peut être un levier pour plus de justice et de solidarité dans notre société. Et le troisième levier, c'est la question de la citoyenneté. Alors après, j'en parlerai plus tard dans les questions de critères cumulatifs, c'est-à-dire ou de participation. Cette transition écologique et solidaire ne peut pas s'imposer dans les territoires. Elle doit aussi être partie prenante de tout à chacun pour que tous les habitants, entre autres, de notre territoire puissent aussi être acteurs de cette transition écologique pour qu'elle réponde aussi à ces attentes et pour rendre acceptables tous les efforts qui nous sont demandés. Et donc,
ces leviers de solidarité, ces leviers de participation, bah, s'ils sont pas pris à bras le corps, on a des phénomènes de rejet, comme on a pu le reconnaître les Gilets jaunes, ou qu'on a pu reconnaître, par exemple, au niveau des manifestations agricoles ces derniers mois. Donc ça, c'est la première mission de la Fondation. Et après, il y a eu un deuxième constat au niveau de l'ONG, qui a été de réaliser qu'en France, il y a des milliers d'initiatives associatifs qui sont engagés dans la transition écologique de leur territoire, mais on a en face peu de financements privés et publics en capacité de soutenir ces dynamiques. Et on le voit encore, hein, même si, comme tu montrais Martin, on a une augmentation du soutien issu entre autres des fondations vers les enjeux environnementaux, mais on parle de l'environnement, on ne parle pas forcément de la notion de transition écologique et solidaire. Donc le spectre finalement de l'action environnementale peut aller de la sauvegarde d'une zone humide quelque part en France à des soutiens de mouvements type les soulèvements de la terre ou les bassines non merci. Donc on a un spectre qui est extrêmement large, et les fondations ou les financements publics qui vont vers des associations qui sont dans une logique de rompre avec le modèle actuel de développement pour inventer un nouveau modèle de société, on est peut-être entre 30 et 40 en France, ce grand maximum de fondations qui sont qui sont sur ce champ. Donc il y a une volonté de l'ONG de créer une fondation redistributrice, c'est-à-dire qu'elle collecte de l'argent pour le redistribuer aux associations avec un focus principalement français, contrairement à l'ONG qui, elle, a un focus principalement dans les pays du Sud. Donc c'est pour ça qu'on est une fondation reconnue d'utilité publique, et on est aussi une fondation abritante, un peu comme le présentait Camille, qui a une taille beaucoup plus importante que nous, hein. C'est-à-dire qu'on a une capacité administrative de pouvoir créer des fondations. Donc actuellement, nous abritons 10 fondations abritées, 5 qui ont été créées par des particuliers, 3 qui ont été créées par des associations et 2 par des entreprises. Et notre volonté, c'est de démultiplier les possibilités, les accès à des financements pour les associations, parce qu'on se retrouve finalement avec ces 10 fondations. Il y a à la fois la Fondation Terre Solidaire en tant que telle, qui a une capacité de financement pour soutenir un réseau associatif, et on a chacune des 10 fondations qui, elles, mobilisent leurs propres ressources financières pour aussi soutenir avec leurs propres critères des acteurs associatifs, principalement en France, mais aussi à l'international. Donc si on passe à la diapo suivante pour accélérer, les 4 critères, enfin, qu'est-ce qu'on regarde pour nous quand on reçoit un projet. Donc, déjà, le premier critère est peut-être le plus important, c'est qu'on va regarder l'association, on ne regarde pas le projet, parce que souvent on est contacté pour financer un projet, mais nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est regarder l'association. En quoi votre projet associatif est transformateur, en quoi vous vous positionnez comme une organisation actrice de changement dans une perspective de transition écologique au sens de rupture tel que je l'ai mentionné. Et ça, c'est vraiment très important pour nous de regarder d'abord ce projet associatif, et après on regardera la demande de financement qui en général concerne un projet plus classique. Et là, ce qu'on va regarder, c'est en quoi ce projet participe à la réalisation de votre mission sociale, ou au quoi il est déconnecté, puisqu'on en voit assez régulièrement, déconnecté avec la mission sociale de votre association. Le deuxième critère qu'on va regarder, ça va être la notion je l'ai mis, développer, réinventer l'engagement citoyen. C'est votre association ou le projet que vous souhaitez mener, comment il implique les habitants du territoire pour qu'ils deviennent acteurs de cette transition écologique, soit sur le territoire de votre territoire d'action, soit votre thème d'action. Ensuite, alors c'est pas forcément un critère obligatoire, mais pour nous c'est un sujet important. Quel lien vous faites avec des problématiques de justice sociale au niveau de votre action? Et après, on s'inscrit dans 4 thématiques suivantes, qui sont tous les enjeux liés au système agricole et alimentaire, tout ce qui va être touché autour de l'économie, système énergétique ou la gestion durable de l'environnement. Pour vous donner quelques exemples, pour illustrer ces stratégies. Par exemple, système agricole alimentaire, on a un focus principal sur le renouvellement des générations agricoles, et en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on est en partenariat avec une association qui s'appelle Ardéar Auvergne-Rhône-Alpes, alors je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle, parce que je ne vois pas quelles sont les personnes qui sont là aujourd'hui.
Mais l'objectif, ça a été de travailler avec eux sur un nœud, dans le sens où ils ont fait le constat que des personnes qui avaient été installées il y a 3, 4 ans ou 5 ans, qui sont des personnes assez, des jeunes agriculteurs ou agricultrices qui se sont installés, connaissaient des échecs et au bout de 4, 5 ans, leur installation connaissait des échecs. Donc cette approche par le changement systémique, ça va être justement d'essayer de comprendre pourquoi ces installations, il y a des échecs qui sont repérés par l'ARDR Aura et quelles solutions ARDR Aura va développer pour essayer de pérenniser, d'accompagner ces jeunes dans l'installation dans une installation agricole. Donc quand je parle de changement systémique, d'approche par le changement systémique, ça va être de rentrer dans ces nœuds, dans ces problématiques, pour accélérer cette transition écologique, puisque c'est vraiment nous notre objectif. Si je prends un autre projet, puis je vais pas citer tous les projets, mais sur les enjeux économiques, on va plutôt regarder des initiatives dans le champ de l'ESS, en sachant, en partant du principe que le ESS ne veut pas dire écologiquement responsable. Donc il y a vraiment une nouvelle génération pionnière d'acteurs de l'ESS depuis quelques années qui mettent les problématiques environnementales au même niveau que les autres principes classiques de l'économie sociale et solidaire. Donc un exemple en région parisienne, une association d'insertion de personnes principalement des femmes qui étaient en chômage longue durée, une association qui s'appelle Alage, comme un chemin de Alage, et qui a souhaité développer son action d'insertion des personnes par de la production de fleurs, mais en utilisant une friche industrielle, un site pollué en région parisienne depuis 200 ans, et en se disant, au lieu de consommer, au lieu d'occuper des terres agricoles pour cette exploitation, cette nouvelle exploitation de fleurs, autant valoriser une friche industrielle, parce que toutes nos métropoles, nos villes sont pleines de friches industrielles qui sont à foncier finalement, qui n'est pas valorisé, et plutôt que de consommer du foncier agricole, comment utiliser au mieux ce foncier. Donc c'est tout un projet qui vise à la fois à régénérer les sols de cette friche industrielle, de créer une filière locale de fleurs de saison et en circuit court. Donc ça réinterroge aussi sur notre consommation par rapport à un produit comme les fleurs, qui sont 95% des fleurs en France sont importées. Et puis on est sur un projet de réinsertion. Si on arrive à la dernière diapo, Martin, s'il te plaît, c'est les types d'actions. Donc, on n'a pas vraiment je dirais, on a une très grande souplesse, une très grande curiosité sur tout ce qui peut nous arriver. Donc, on va soutenir des projets, des expérimentations locales ou avec aussi pas mal de prudence au terme d'innovation et d'expérimentation. Le but, c'est pas de réinventer à chaque fois quelque chose, mais c'est plus la notion du pas de côté, parce qu'on part du principe que ça fait 20, 25 ans qu'il y a toutes des alertes sur la nécessité d'agir en faveur du climat et que, que finalement tout avance très lentement. Lui, l'agenda climatique, lui, s'accélère. Et donc, ce qu'on va chercher, nous, ça va être des expérimentations, enfin des pas de côté qui essayent de faire un pas en plus pour accélérer les dispositifs de rupture avec le modèle actuel de développement. On peut aussi soutenir des réseaux et on en soutient parce que l'enjeu c'est aussi de comment on fait société, donc comment on passe d'une petite initiative locale qui a un impact très fort sur son territoire d'action, mais c'est comment on change d'échelle. Donc le changement d'échelle pour nous, ça va être soutenir des réseaux pour favoriser des partages d'expériences ou pour aussi échanger les bonnes pratiques et aussi essaimer. Il y a aussi, on soutient aussi des think tanks, donc tout ce qui va être prospective, parce qu'à un moment, il faut aussi travailler sur de nouvelles idées. Donc ça va être des soutiens par exemple, on soutient encore Negawatt dans son scénario de transition énergétique, ou des actions de plaidoyer. Pour un autre exemple, on soutient l'association Canopée Forêt Sauvage, qui est aussi une association de lanceurs d'alerte, entre autres sur toutes les coupes rases qui peut y avoir en France. Ce que la fondation ne soutient pas, alors c'est pas des jugements de valeur, mais c'est un moment il faut faire des choix parce qu'on peut pas, enfin on a des capacités de financement limitées, je vous en parlerai après. Ça va être tout ce qui est action de sensibilisation, que ce soit auprès du public scolaire ou au grand public, tout ce qui va être film documentaire, toutes les rencontres, festivals, voyages de découverte, etc. Donc ça ne rentre pas dans nos stratégies de soutien.
En termes de modalités de soumission, on ne fait pas d'appel à projet, on n'en a jamais fait depuis notre création. Donc les demandes, soit elles arrivent sur notre site internet et après la diapo d'appel vous le donnera le site internet, soit ce sont via notre site internet pour lequel il y a un formulaire très simple dans lequel vous déposez une intention de projet et on vous recontacte si cela nous intéresse. Et la plupart des projets sont plutôt venus par des mises en relation. On passe beaucoup de temps à aller dans des rencontres interassociatives, à la rencontre des associations ou de rencontrer d'autres fondations aussi pour s'imprégner, pour rencontrer des associations. Donc c'est le processus est plus par des opportunités d'échanges et de rencontres. C'est notre conseil d'administration qui décide de 4 soutiens par an. On en a une petite fondation, hein, surtout par rapport à la Fondation de France qui m'a précédé. Donc nous, on a une capacité de soutien d'une 40aine de projets par an. On a un budget de subvention d'1 million d'euros à peu près par année. Nos ressources proviennent essentiellement de donateurs de particuliers. Donc on a un réseau de entre 4 et 5 000 personnes qui nous donnent chaque année. On n'a pas de financement public, on a très peu de financement d'entreprise. Nos soutiens vont être sur des périodes de 3 à 5 ans. La durée du soutien dépend vraiment de l'association partenaire. C'est-à-dire que si vous êtes sur une programmation stratégique de 3 ans, nos soutiens sera sur 3 ans. Si vous êtes sur 1 an, on sera sur 1 an. Si vous êtes sur 4 ans, on sera sur 4 ans. Avec une flexibilité dans l'affectation du soutien, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que des associations qui ont des modèles économiques très fragiles, notre soutien sera organisationnel, institutionnel, c'est-à-dire on soutient la structure en tant que telle et on ne va pas soutenir un projet. Et pour des structures qui ont un modèle économique un peu plus solide, l'affectation va être plus sur un projet qui va être un peu plus cerné. On a très peu de capacité à prendre de nouveaux projets par an et ça c'est lié au fait de soutenir sur plusieurs années un projet. Donc ça c'est toujours le challenge permanent pour nous dans le sens où comme on s'engage sur entre 3 et 5 ans avec les associations, ça veut dire que moi en 2025 notre budget est déjà préaffecté à 80% avec tous les engagements qu'on a pris en 2024 et en 2023 avec les associations. Donc on prend entre 3 et 4 nouveaux projets chaque année, et ce qui est une énorme frustration pour nous, parce qu'en toute honnêteté, on reçoit entre 100 et 200 demandes de financement spontané. Voilà, puis sur la dernière diapo, donc vous avez notre site internet dans lequel il y a un formulaire dans lequel vous aurez plus de détails de tout ce que je viens de vous raconter. Et il y a aussi vous pouvez déposer votre projet si vous pensez qu'on rentre dans vos priorités. Voilà, désolé si ça peut être été un peu rapide ou un peu long, je ne sais pas. C'était parfait. Tu es dans les clous, un petit peu dépassé, mais on est à peu près dans les clous si chacun fait une dizaine de minutes. Isabelle, je t'invite à nous rejoindre. C'est à toi, les micros. Je suis là. Ma caméra s'active. Parfait, génial. Eh ben, je te laisse. Et je te laisse me guider au fil des slides. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Grande audience aujourd'hui. Merci Martin de nous laisser la parole sur ce sujet de la philanthropie qui nous tient à cœur. À tous, je crois. Eh bien, donc moi, je suis la directrice du 1% pour la planète France, métier que j'exerce depuis, ça va faire 10 ans que je m'occupe de ce fonds de dotation, sachant que préalablement, j'étais chez Patagonia. Je m'occupais de la RSE pour Patagonia et en particulier de la philanthropie pour Patagonia en Europe. Et si tu veux bien changer de slide. Donc je vais vous expliquer en fait pour vous donner un petit peu les clés de ce que représente le 1%, il faut que je vous explique quand même le mécanisme, d'où ça vient, comment ça fonctionne, pour que vous compreniez bien après comment ça s'articule en termes de philanthropie. Donc le 1%, en fait, il a été créé par ce monsieur qui s'appelle Yvon Chouinard, c'est aussi le fondateur de Patagonia, et il a créé le 1% en 2002 aux États-Unis avec une organisation à but non lucratif, parce qu'il était lui-même avec son entreprise Patagonia, il était philanthrope à hauteur d'1% de son chiffre d'affaires. Et avec un autre philanthrope entrepreneur, Craig Matthews, ils ont décidé de créer ce collectif. Et là, si tu peux changer, s'il te plaît, parce qu'ils partaient de 2 constats qui sont que vous connaissez sûrement. Le premier étant que les associations
qui sont l'audience principale aujourd'hui, passent beaucoup de temps à chercher de l'argent. Je suppose que vous ne me contredirez pas. Vous passez entre 10% dans le meilleur des cas à 40% de votre temps à chercher des fonds. Et donc, tout ce temps que vous passez à chercher des fonds, vous ne le consacrez pas à la cause que vous défendez. Et l'autre constat, qui était déjà le cas il y a une vingtaine d'années, lorsque Yvan Chouinard a créé le collectif, d'abord aux États-Unis, c'est que seulement une toute petite somme venant du mécénat, des fondations, des fonds de dotation et des entreprises est dédiée à la protection de l'environnement. Ça, c'est le dernier chiffre. Il y a quelques années, c'était 9. On est passé, en fait, dans mes 10 ans ici au 1%, ça a commencé à 7, c'est monté à 9 et c'est redescendu à 7%, donc en poids. Après, effectivement, comme tu rappelais ça, Martin, il y a plus de fonds de dotation, il y a plus d'acteurs dans la philanthropie, donc probablement en valeur absolue, ça croît, mais n'empêche que nous, on considère que la cause environnementale est trop peu soutenue et mériterait beaucoup plus, notamment par rapport aux enjeux auxquels on va faire face. Oui, on fait déjà face. Et donc, pour permettre en fait de cibler ces deux enjeux, le 1% pour la planète s'attaque à un bras de levier qu'on considère comme étant particulièrement efficace, que sont les entreprises, et c'est aussi le milieu dont vient Yvan Chouinard. Et donc, on leur propose, on les incite à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des associations agréées, c'est-à-dire présélectionnées, donc avec pour l'objectif de traiter ces fameux 10 à 40 et 7%, c'est donc d'augmenter les sommes dédiées à la protection de l'environnement et faciliter la levée de fonds des associations pour augmenter leur impact. Alors si tu veux bien juste changer, s'il te plaît, merci beaucoup. Pour ce faire, la volonté d'Yvan Chouinard, qui est très pragmatique, ça a été de créer un modèle qui se veut simple et efficace, en bâtissant une communauté constituée de différentes parties prenantes, qui sont principalement donc des entreprises qui font des partenariats, des conventions de mécénat avec des associations, avec le mécanisme du don. C'est le cœur du mécanisme, c'est le don entre les entreprises et les associations. Et le rôle du 1%, nous en tant que structure, fonds de dotation, c'est de faire plusieurs choses. C'est à la fois de faire du conseil pour permettre aux entreprises de financer les associations, donc du conseil philanthropique. Et puis un pilier très important, c'est de vérifier, donc la partie vérification, c'est vérifier que la promesse est bien tenue, que ce fameux 1% correspond à la réalité. Donc on demande à tous nos membres, toutes les entreprises membres, de nous fournir chaque année une preuve de leur chiffre d'affaires, donc c'est la liasse fiscale par exemple, ou un document émis par le commissaire aux comptes, et puis la preuve de tous les reçus de dons que les associations leur ont fournis. Et donc, ces trois parties prenantes, ces parties prenantes que sont, les entreprises, les associations, puis on a aussi une autre partie prenante que sont les partenaires médias, tout le monde porte le message du 1%, le même logo 1%, avec l'idée d'amplifier la philanthropie environnementale. On est dans le monde, donc c'est vrai que je parle du 1% pour la planète, mais on est le 1% for the planet à l'origine, donc c'est un mouvement mondial qui rassemble presque 5000 entreprises dans le monde, dans 110 pays, et aux alentours de 700 millions de dollars qui ont été reversés depuis 2002. Et pour la France, on est aux alentours de 1200 entreprises. Si on peut juste, Mathieu, si tu peux juste changer de slide. On est à peu près, on vient juste de dépasser les 1100 entreprises qui sont membres. C'est un poids philanthropique de 74,5 millions d'euros cumulés. Environ, c'est 14 millions d'euros reversés par nos membres chaque année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui peut être assez surprenant, c'est qu'on est la seule entité en dehors des États-Unis. Donc, on a un fonds de dotation basé sur le petit point jaune. On est en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Et il n'y a pas d'autre entité en dehors de cette entité française, en dehors des États-Unis. Voilà, donc c'est un peu la spécificité française du 1%. Et j'ai une équipe aussi qui est basée donc à la fois à Annecy et 3 personnes à Paris. Si on peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est la cause environnementale, et donc tous les sujets environnementaux nous intéressent, que ce soit tout ce qui est lié à l'alimentation, pollution, climat, vie sauvage, espace naturel et eau. Bref, la liste est longue et probablement pas complète ici, mais on s'adresse à tous ces sujets environnementaux. Et
toutes les, toutes les associations de toute taille peuvent faire partie du 1%, et c'est le slide d'après. On a 7000 associations agréées dans le collectif, dans les différents pays, et rien que pour la France, c'est plus de 700 associations, donc ils sont agréés 1%. Et vous allez probablement vous demander comment est-ce qu'on a une association agréée si vous ne faites pas partie de ces 750, et ça, je vais pouvoir vous l'expliquer, bien entendu. Sur le slide suivant, je crois que j'explique les fameux 14 millions d'euros, les flux philanthropiques qui sont reversés, enfin qui s'adressent à ces 750 associations. Alors c'est pas les 750 qui reçoivent à chaque fois les fonds, mais en tout cas ces 14 millions d'euros, ils sont répartis de la manière suivante. C'est un principe voulu par Yvan Chouinard au départ, c'est de se concentrer principalement et d'essayer de faire en sorte que les entreprises membres vraiment soient sur du mécénat direct. Nous, on ne veut pas être collecteur de ces 14 millions d'euros. On veut principalement que les mécènes soient en contact direct avec les associations. Donc pour quasiment 78%, c'est du mécénat entre l'entreprise membre et les associations. Il y a 18% qui transitent par nous. Ça, c'est des entreprises membres qui soit n'ont pas de service mécénat, soit ont un reliquat à reverser et transitent par nous. Et je vais vous expliquer comment. Et puis donc, dans ces 14 millions, il y a 4% qui sont utilisés pour faire vivre la structure 1% pour son fonctionnement. Le mode opératoire, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, et les entreprises, comment est-ce qu'elles font pour rentrer au 1% et pour engager 1% du CA. 1% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. La plupart du temps, quand on parle de ce montant-là aux entreprises, elles font toutes assez rapidement leurs calculs, qu'elles soient de l'auto-entrepreneur à l'entreprise de taille intermédiaire. Mais il y a 3 mécanismes pour rentrer au 1% côté entreprise. C'est rentrer soit avec la totalité du chiffre d'affaires, comme les entreprises qui sont montrées ici, par exemple Patagonia, Caudalie, Terdoc. Ça, c'est 1% du CA de toute l'entreprise. Parfois, elles rentrent par une ou plusieurs marques. Par exemple, les yaourts vrais, ça appartient à Olga Tribala, mais ils ont une dizaine de marques qui mettent sur le marché dans l'alimentation, on va dire, et ils ont choisi la marque vraie pour être au 1%. Pareil pour la boulangère bio. Et puis d'autres entreprises choisissent une gamme. Carte Noire avait choisi de lancer un nouveau café bio, et donc c'est Carte Noire bio qui est membre 1%. Là, nous, la difficulté après avec on va dire l'œil de lynx qu'a mon équipe, c'est de vérifier que la promesse est bien tenue et surtout que la communication ne dépasse pas l'engagement philanthropique. Donc ça, c'est le mécanisme sur la manière dont les entreprises rentrent. Et je vais vous expliquer très rapidement comment est-ce qu'on utilise les 18% qui transitent par nous. Eh bien, c'est tout simplement en essayant de faire en sorte qu'il puisse y avoir une philanthropie collective. Et cette philanthropie collective, elle est particulièrement bien portée par un événement qu'on organise tous les ans, et ça va être la 10e année en 2025, qui s'appelle les Rencontres pour la planète, où en fait on articule cela par un appel à projet qui commence en début d'année, une présélection qui est en cours. On a reçu près de 190 projets. Une présélection qui est en cours de relecture auprès d'un comité qui est fait de différentes parties prenantes, mais surtout soit les bailleurs de l'événement, dont la Fondation de France, dont Domoro, dont la Fondation de Nature et Découverte, etc. Des membres 1%. Donc là, ils sont en pleine présélection de ces projets-là, et sur les 190 qui ont postulé, on va en présélectionner les 40 supposés meilleurs, en tout cas les mieux notés parmi ces 190. Et ces 40 projets vont venir pitcher chacun 8 minutes dans la thématique dans laquelle ils seront positionnés. Et ça, c'est un événement qui dure 2 jours. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que ce soit une levée de fonds collective, c'est-à-dire qu'il y ait au préalable un soutien de la société civile. Donc, entre fin août et l'événement qui se passe en octobre, la société civile donne au projet. Et nous, le 1%, on incite la société civile à donner en faisant un abondement. Donc, on abonde les dons du grand public jusqu'à l'événement qui est retransmis. Et puis ensuite, c'est du B2B, c'est les entreprises, les fondations,
tous mécènes sur la cause environnementale qui sont présents, qui annoncent leurs dons à la suite des 7 thématiques et des 40 projets qui ont pitché. Et donc cet événement a permis l'année dernière de collecter et de cumuler 2,2 millions d'euros qui ont été reversés 3 semaines après. Donc ça, c'est vraiment pour répondre à la nécessité d'augmenter la philanthropie environnementale et à l'accélération des flux financiers pour que les associations passent moins de temps à chercher des fonds. J'ai quasiment terminé. Je ne vous ai pas présenté tous les mécanismes, mais avant d'arriver à la suite, en l'occurrence, qui est notre objectif, le fait d'atteindre 100 millions d'euros de philanthropie collectée depuis la création du 1% en France. Là, vous l'avez compris, il y a 7 appels à projets pour les rencontres pour la planète. Et en miroir de ce qui a été dit précédemment, on a aussi d'autres mécanismes qui sont, par exemple, sur du soutien pluriannuel, parce qu'on a bien conscience que soutenir les associations, non pas sur des projets, mais sur leur existence, et les soutenir, par exemple, sur 3 ans, c'est ultra important. Donc nous, on a, via l'appel à projet des rencontres pour la planète, on sélectionne entre 10 et 20 projets par an qui vont être soutenus en pluriannuel. Depuis l'année dernière aussi, on soutient des projets qu'on appelle des fonds d'urgence, et on a notamment soutenu Canopé l'année dernière. Et enfin, le dernier mécanisme qu'on a mis en place cette année, qui est en cours, s'appelle le 1% pour les glaciers. Donc on a cette capacité à être assez agile sur une thématique. Cette année, c'est l'année des glaciers, donc on a décidé de mettre un fonds spécifique qui permet de collecter des fonds d'entreprises membres 1% et pas seulement, de collecter aussi des fonds d'autres entreprises qui ne sont pas membres et qui n'auront peut-être pas vocation à l'être, vraiment sur une cause spécifique. Et donc, voilà, ça s'appelle le 1% pour les glaciers. C'est au bénéfice de 6 associations qui ont déjà été sélectionnées, qui vont recevoir le résultat de cette collecte, sachant qu'il y a toujours le mécanisme des dons doublés auprès de la société civile. Si Mathieu, tu veux bien juste mettre cet objectif, qui est un chiffre un peu symbolique, hein, on est à 74 millions aujourd'hui et on espère atteindre 100 millions d'euros de collecte cumulée depuis la création du 1% en France d'ici 2026. Et puis, je terminerai par celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire Yvan Chouinard, parce que vous vous en doutez, un Yvan Chouinard, par rapport à la situation depuis novembre 2024 avec l'élection de Donald Trump, est particulièrement déprimé, comme un bon nombre d'entre nous, sur des questions politiques. Et donc, il a essayé de rassurer sa communauté en disant que justement, il avait créé le 1% pour des moments difficiles comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Et il incite... Et il continue à inciter des entreprises à au moins, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas couper, c'est bien le 1%. Et l'engagement philanthropique pour la cause environnementale est bien la dernière chose à ôter d'une stratégie, une stratégie d'entreprise. Et j'ai terminé. Je serais ravie de répondre à vos questions ensuite. Je ne les ai pas du tout regardées, donc je vais m'en occuper maintenant si vous avez posé des questions dans le chat. Super, merci beaucoup Hillel. Tu peux couper ta caméra pour laisser Nicolas nous rejoindre. Bienvenue Nicolas, à toi les micros pour la présentation de Tomorrow. Alors on ne t'entend pas Nicolas, ou alors c'est que moi qui ne t'entends pas, est-ce que je suis le seul à ne pas entendre Nicolas parler? Mince, c'est bête, on avait fait un test et ça marchait. Je ne sais pas exactement comment tu peux régler ton problème parce que ton micro est bien ouvert. Ton son, j'essaye de l'ouvrir, de le réouvrir. Réessaye pour voir. Non, je pense que c'est de ton côté que la captation son n'est pas bonne, Nicolas. C'est bizarre. Tu peux essayer de te... Ah, on t'entend là. Ça y est, vous m'entendez? On t'entend, c'est bon. Ouf. Super. Et à toi les micros qui marchent. Il fallait forcément qu'il y ait un petit problème technique.
Bon, comme je disais, je vais essayer de faire court, de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir un petit temps d'échange avec les différents intervenants qui étaient là. Et puis, bon, l'heure commence à tourner. Je vois que les participants commencent à partir. Donc, voilà, accélérons. Alors, Dumoro, petite présentation. Je crois de toute façon que je n'ai pas énormément de slides. Dumoro, c'est un fonds de dotation familial, alors, ce qui est une petite spécificité par rapport aux différents intervenants d'aujourd'hui. Basé à Lyon, tu peux avancer, Martin, s'il te plaît, que je puisse vous présenter un peu ce fonds de dotation qui a été créé en 2020, voilà, par une famille, donc la famille Rousset, que je vous présenterai sur les slides qui suivent. Bon, on va passer assez rapidement sur la mission ambition, mais on a décidé de s'orienter voilà, dans le champ de l'environnement. Vous savez, quand une famille typiquement se réunit euh, autour d'une fortune, euh, elle décide de soutenir une cause qui tient à cœur à l'ensemble de ses membres, et c'est l'environnement qui a été décidé, sélectionné comme étant la cause finalement qui permettait à l'ensemble de la famille de se rassembler. Alors l'environnement, c'est très large, on va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, la famille Rousset s'est dit que avec l'argent qu'ils avaient, ils aimeraient faire une différence en soutenant des associations qui agissent dans le champ de l'environnement. Voilà. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Voilà, la famille Rousset donc est composée de Bruno et ensuite de ses 5 enfants majeurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une initiative familiale, c'est-à-dire que chacun, si vous voulez, dans ce genre de fonctionnement, peut être amené à faire de la philanthropie de son côté. Et l'idée de se réunir, c'est essayer d'avoir justement une équipe opérationnelle, de professionnels qui puissent à parvenir à faire remonter des projets peut-être de plus grosse ampleur pour que chacun finalement rassemble sa philanthropie et que cette philanthropie ait un impact un peu plus important. Donc ce sont in fine, je crois que c'est la slide d'après, Martin. Ce sont in fine, voilà. Ce sont in fine les membres du conseil d'administration, donc qui est composé, comme je vous l'ai dit, des membres de la famille et de personnalités extérieures. Il n'y a pas que la famille qui fait partie de ce fonds de dotation, mais disons que le socle est essentiellement familial. Donc ce sont in fine ces membres-là qui décident de soutenir les associations. Voilà, nous, l'équipe opérationnelle, on est en charge de recueillir les projets via notre site internet, et j'y reviens tout à l'heure, ou alors d'aller sourcer des projets à l'extérieur, de les instruire et in fine de les soumettre au conseil d'administration qui décidera de soutenir ou non telle ou telle structure. Mais pour cela, les administrateurs, se disant non experts des sujets sur lesquels ils interviennent, ont décidé de créer un comité d'experts, justement. Pour l'instant, vous trouvez Mathieu Calam et Eric Guillardi. C'est un comité qui a vocation à être élargi. L'idée d'avoir un comité d'experts, c'est justement de pouvoir soumettre les projets à ces différents experts pour avoir leur regard avant qu'ils ne soient tranchés par la famille. Le fonds de dotation de Moreau, c'est un fonds de dotation relativement petit en termes de staff, puisque je suis le délégué général avec 2 personnes qui travaillent avec moi, en l'occurrence Lucie Exartier et Julie Berrier, que vous avez peut-être l'occasion de croiser ici ou là dans des événements, notamment à Lyon. Vas-y, tu peux avancer, Martin. Voilà, alors je vous disais que la famille a fait le choix de soutenir des associations dans le champ de l'environnement. En l'occurrence, nous avons 2 axes d'intervention un peu plus spécifiques. Tous les projets en lien avec la thématique de l'agriculture constituent un premier axe, et le deuxième axe, qui est un axe peut-être un peu plus vaste, qui touche aux projets relatifs à l'éducation, à la sensibilisation aux enjeux de la transition. Je vais passer relativement vite, si vous voulez, aujourd'hui. Si vous souhaitez être soutenu par Dumoro, il faut simplement vous rendre sur le site internet du fonds de dotation, dumoro.org. Vous y trouverez nos critères d'éligibilité. Voilà, c'est un petit PowerPoint de 4-5 slides qui vous explique de façon très, très détaillée les projets que nous cherchons à soutenir. Et donc, ça vous permet en miroir, de regarder si votre projet peut rentrer éventuellement dans ces critères-là. Et puis, si vous pensez que c'est le cas, à ce moment-là, on vous demande de remplir un premier formulaire directement en ligne avec très peu de questions. L'idée, c'est justement de ne pas demander trop de travail dans un premier temps aux associations. Donc, on reçoit, nous, votre premier formulaire. On se réunit avec l'équipe opérationnelle pour
vérifier que le projet rentre bien dans les critères et dans les axes que nous avons définis, et qu'en face, nous avons encore, en fonction du moment de l'année auquel nous recevons le projet, nous avons encore des ressources financières à disposition. Si c'est le cas, à ce moment-là, on fait un retour à l'association en lui demandant cette fois-ci de nous donner plus d'informations. Donc on a un dossier un peu plus conséquent à remplir pour pouvoir rentrer un peu plus dans l'association et son projet. Un certain nombre d'échanges ont lieu entre l'équipe opérationnelle et le porteur de projet. Si cette deuxième étape est franchie, alors à ce moment-là, le projet est présenté à la famille qui peut décider de le soutenir ou non. Voilà, c'est un processus qui peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction du moment de l'année auquel on se trouve, sachant que, vous l'avez compris via mon propos, nous recevons des projets au fil de l'eau. Nous ne fonctionnons pas par appel à projet. Nous avons un onglet sur notre site internet, donc nous recevons tous les jours des projets que nous traitons au fil de l'eau. Mais nous avons un certain nombre de comités, de commissions au cours de l'année, à l'occasion desquelles nous pouvons faire passer des projets. Voilà Martin, est-ce qu'on peut passer sur la slide d'après ? Bon, voilà, ça c'est juste pour passer un peu en revue les projets que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, tout est sur notre site internet, à la fois les processus de sélection des projets et les projets que nous soutenons actuellement. Donc vous pouvez retrouver tous les détails et je vous propose peut-être de nous arrêter là et d'engager un échange. Vous l'avez compris, on est un fonds de dotation basé à Lyon. Vous pouvez nous soumettre des projets directement sur notre site internet. On les instruit, on revient vers vous si on considère que à la fois on a les ressources et que votre projet rentre dans les axes que nous avons définis. Et là s'engage une réflexion, un échange autour de la possibilité de monter un projet que nous pourrions soutenir. Je finirai juste aussi par dire que nous sommes bien sûr OK pour financer du fonctionnement, et je crois que c'est quelque chose qui a été soulevé dans le chat. Oui, pour soutenir du fonctionnement, pas forcément toujours de l'innovation. Voilà. Et je crois que globalement, les acteurs de la philanthropie changent aussi ces dernières années sur ce point-là. On ne soutient pas forcément que du nouveau projet innovant, mais on sait que les associations ont besoin aussi de fonds pour fonctionner, pour payer les salaires des fonctions support. Donc, on est OK pour soutenir le développement des fonctions support d'une structure. Et ça, c'est quand même bien. C'était quand même quelque chose que je voulais vous signaler. Voilà. Si on peut, on soutient les projets sur plusieurs années, idéalement sur 3 ans. Voilà Martin. Merci Nicolas. Alors là, du coup, c'est un tout petit temps complémentaire avant la réponse aux questions pour répondre, pour vous partager un conseil que vous auriez pour les personnes qui répondent à soit directement à des appels à projets de vos fondations, soit qui vous écrivent pour présenter leur projet. Alors, vous en avez déjà donné au fil de l'eau, mais du coup, est-ce que dans les 4 structures présentes, il y aurait un conseil à partager? Nicolas, tu vas garder ton micro et ta caméra allumée, donc tu peux te donner ton conseil et après, on peut passer. Et je vois que j'ai l'impression que ça a bugué. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. D'accord. De mon côté, ça a bugué. Écoute, un conseil, bon, il faut avoir conscience, mais je pense que vous le savez tous, qu'on reçoit énormément de projets, et ça rejoint le propos d'Isabelle aussi, préalablement. Il n'y a pas assez de philanthropes aujourd'hui positionnés sur les sujets de l'environnement. Donc, bon, les philanthropes qui acceptent de soutenir des projets labellisés environnement sont bien identifiés, donc on reçoit énormément de projets. Donc, j'aurais envie de vous dire, essayez d'être un peu original et de parler vrai. Je dois dire que j'ai l'impression que de recevoir des projets où les gens se décrivent toujours de la même façon, avec le même vocabulaire. Les mots territoire, impact systémique, résilience, on les retrouve dans tous les projets. Je crois que il faut, c'est un peu comme une candidature. Ah, oula, tout a. C'est pas grave, on t'entend. Je crois qu'il faut autant que possible arriver à être un peu original. On reçoit parfois des projets qui nous sont présentés en vidéo. C'est une façon de se démarquer. Tout le monde n'a pas la possibilité forcément de faire des vidéos bien montées, mais en fait, il faut
peut-être se mettre à la place de. Et moi, j'ai passé plus de 10 ans dans le secteur des associations, notamment sur les partenariats. Donc, je sais ce que c'est que d'aller chercher des fonds. Mais il faut se mettre du coup à la place du bailleur de fonds qui, lui, reçoit 100, ce que disait Philippe tout à l'heure, 150, 200 dossiers par an. Comment est-ce qu'on fait pour aller vers ce dossier et pas ce dossier-là? Bon, il faut arriver à se distinguer. Et pour moi, la façon dont on présente son projet et la façon dont on parle de son projet en essayant de parler vrai, c'est quelque chose pour lequel j'aimerais vous inciter. Voilà, parlez vrai et tous les mots territoire, résilience, impact systémique, etc. Je sais que c'est le vocabulaire à la mode en ce moment, mais moi, j'en peux plus de ce vocabulaire-là. Donc, essayez de me parler vraiment de ce que vous faites et je pense que le dossier ressortira vis-à-vis de Dumuro en tout cas. Merci Nicolas. Tu peux couper micro et caméra. Camille, Philippe ou Isabelle, est-ce que vous avez un conseil à partager avant qu'on passe rapidement aux questions? Et pour celles et ceux qui doivent nous quitter un peu à l'heure du coup, c'est enregistré, vous pourrez récupérer les réponses à vos questions dans le mail qui vous sera envoyé avec l'enregistrement, la rediffusion. Camille, un conseil en 2 mots? Ouais, volontiers. En 2 mots, bah, déjà, je valide le conseil de Nicolas. Montrer qui on est, c'est super important, et pas cocher tous les mots-clés parce qu'après on n'arrive plus à voir qui vous êtes et ce que vous faites vraiment. Donc je valide complètement. Non, autre remarque, mais tu l'as déjà dit en intro, donc je vais pas m'étendre, Martin, sur le sujet du rescrit fiscal mécénat, qui est un peu un faux ami. Et un conseil qui a beaucoup été donné pendant très longtemps, et donc parfois on se heurte à la réalité des choses, mais je valide effectivement, c'est pas une procédure qui est obligatoire, hein, elle est à faire uniquement quand vous avez un doute sur l'éligibilité de votre structure globalement, et on se rend vraiment compte, nous, à la Fondation de France, puisque on fait l'examen de l'éligibilité de tous les dossiers qu'on reçoit, que les analyses de l'administration fiscale sont très variables, notamment d'un département à l'autre. Voilà, et donc parfois il y a des refus de rescrits qui sont inégaux, pas forcément justifiés, qui sont un peu des vices de forme ou des problèmes dans la réponse que vous avez faite. Et ça, par contre, c'est effectivement bloquant, hein, comme le disait Martin, parce qu'une fois que vous avez un rescrit négatif, nous et aucune normalement de nos fondations abritées ne peut intervenir, puisqu'en fait après c'est la Cour des comptes qui nous contrôle, qui nous tombe dessus, hein, donc on serait dans l'illégalité, donc ça on peut pas le faire. En revanche, on ne le demande pas, hein, on ne demande pas de rescrit fiscal mécénat. On vérifie nous-mêmes, entre guillemets, chaque dossier. On a nos équipes, on est formés et habitués à le faire tout le temps. Donc, cet examen, enfin cette procédure-là, faites-vous accompagner si vous voulez la faire. Si vous avez un doute, faites-vous accompagner pour la faire. C'est vraiment le conseil pour pas avoir un refus de forme. Voilà, c'est vraiment un tips un peu bête, mais qui peut être bloquant, et on le voit sur plein de cas. Voilà. Et puis sinon, dernier petit tips que j'aurais à vous donner, c'est de pas hésiter en fait souvent on reçoit on se rend compte en fait que plein de structures ont des envies, des projets, des initiatives dans les tiroirs, et qu'en fait elles s'auto-censurent aussi dans la manière qu'elles ont de les formuler. C'est-à-dire que nous on essaye toujours d'intervenir en anticipation sur un temps long, et donc on a besoin de comprendre en fait où vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, pour essayer de pouvoir éventuellement vous fournir des moyens pour l'atteindre. Et parfois c'est peu exprimé en fait. Voilà, les structures ont tendance à se dire, bah, on peut présenter un dossier que là où on a des devis déjà signés, un truc hyper immédiat, et en fait pas forcément. En tout cas dans les échanges qu'on a avec les structures, on est vraiment en demande de projection, de pouvoir arriver à voir ce que vous avez en tête dans votre développement, votre stabilisation, votre structuration, et ça on a du mal à l'accoucher en fait finalement assez souvent. Voilà, donc ça paraît bête aussi, mais on vous invite à nous livrer un peu parfois vos envies les plus folles, même si elles sont pas encore toutes complètement hyper structurées. Quand on intervient aussi en émergence, ça peut être intéressant pour nous. Voilà, je m'arrête là. Top. Merci Camille. Isabelle, Philippe, en 2 mots pour pouvoir répondre aux questions. Est-ce que vous avez un conseil? Camille, tu peux couper la caméra, c'est bon. C'est pas une obligation, mais si vous l'avez, c'est chouette.
Je vais reprendre Philippe. Donc je rebondis un peu ce que se disait Nicolas. C'est vrai qu'il y a des effets de mode en termes de vocabulaire et il faut que vous vous rendiez compte que quand on reçoit toutes les demandes avec qui parlent dès qu'ils utilisent les mêmes mots valises, à la fin, on n'arrive pas à voir exactement ce que vous faites, finalement, quelle est votre singularité, votre raison d'être, c'est quoi l'âme de votre projet. Donc c'est important de parler clair, de bien expliquer, de faire attention aussi au jargon, aux sigles en tout genre, et de vous mettre à la place. Vous auriez deux, trois pages à présenter votre projet à votre boulanger du coin, à quelqu'un d'autre, enfin, est-ce qu'il comprendrait ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous seriez étonné par le nombre de projets qu'on ne sait pas, on comprend pas. On comprend pas l'asso, on comprend pas ce qu'elle fait euh, parce ça manque de concret ou ça utilise des mots valises, etc., etc. Et donc le meilleur moyen, c'est de donner un ou deux exemples que vous considérez un peu comme vos, vos actions qui reflètent le plus ce que vous êtes. Et après, moi je le vois bien, c'est là où ça se distingue vraiment les projets et des fois ça tient en deux pages, hein, c'est pas à peine d'en mettre des tartines non plus, enfin en deux pages et on voit et pareil vos sites internet, parce que souvent la première source d'information c'est votre site internet et c'est pareil, prenez le regard de quelqu'un extérieur qui vous connaît pas pour savoir si votre site est compréhensible, si on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, que vos rapports d'activité soient facilement téléchargeables sur votre site internet, parce qu'on on fait tous ce travail en feedback d'aller regarder, mieux vous connaître à distance avant un premier contact. Et c'est vrai que le site internet est la première porte d'entrée de votre assaut. Merci Philippe. Isabelle, est-ce que tu veux partager quelque chose? Et après, on passe aux questions, sachant que vous avez peut-être répondu à pas mal de questions déjà dans le chat. Très franchement, je crois que tout a été dit, et peut-être je compléterai juste en disant, plutôt sur la partie une fois que vous avez passé le cap d'éventuellement être présélectionné sur un appel à projet, si je prends le modèle des rencontres pour la planète, nous, on fait un premier filtre. On en prend 40 sur 190 ou 200. Donc, il y a déjà effectivement un choix au niveau d'un dossier. Et après, c'est vraiment la qualité de la démonstration sur place. C'est la qualité des pitchs des personnes qui ont 8 minutes pour présenter l'organisation, le problème environnemental, le moyen de contribuer à sa résolution. Et ça, c'est vraiment une pratique, une grosse préparation. C'est quelque chose qui vous est toujours utile, c'est être capable de résumer votre projet, que ce soit en 1 minute, 3 minutes ou 10 minutes. Il faut être capable dans n'importe quelle opportunité, que ce soit dans un ascenseur ou dans une rencontre amicale, être capable de le résumer pour convaincre votre interlocuteur. Merci Et beaucoup. je réponds au chat parallèlement. Ça marche, super. Et je vais prendre les questions qui ont été gardées par Léa. Isabelle, si tu peux couper ton micro et ta caméra comme ça, je vous interpelle les uns les autres au besoin. Et quand tu réponds, on n'entend pas le clavier. Bien sûr. Alors, pas de souci. Tu as une question auquel tu pourras répondre d'Émilie sur comment devenir agréé 1% pour la planète. En tout cas, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien fait mon travail, c'est si une entreprise décide de vous soutenir. Donc, en tout cas, je te laisse répondre dans le chat plus en détail à Émilie. Comment vérifier quand on est d'intérêt général si on ne remplit pas le rescrit fiscal? Question de Clémence. Alors en fait, tu peux vérifier par toi-même. Dans un premier temps, les sites du ministère sont assez précis. Donc si tu vas sur asso.gouv.fr, il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a quelques critères clés à avoir. Est-ce que le projet est bien d'intérêt général, le projet associatif est bien d'intérêt général? Il y a du coup des critères. Mon point de vigilance, c'est de prévenir, la convivialité n'est pas dans les critères d'intérêt général pour l'administration fiscale. Ça peut être le cas par contre pour des collectivités territoriales, l'État qui souhaite vous soutenir. L'administration fiscale a un champ plus restrictif dans lequel la convivialité n'entre pas seule. Il faut que vous avez les items, vous les verrez, protection de l'environnement, biodiversité, recherche médicale, éducation, solidarité, aide alimentaire. Enfin, vous avez un certain nombre d'objets que vous pouvez observer si vous rentrez dedans ou pas. Et après, il faut que votre association soit en gestion désintéressée et au service du plus grand nombre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas réservée, par exemple, à des adhérents très spécifiques, ciblés, ce qu'on appellerait dans une logique de club, qui interdirait en fait l'accès à la plupart des gens. Donc en fait, c'est assez bien expliqué. Donc en général, vous savez à peu près si vous êtes dedans ou pas.
S'il y a un doute, ça peut être le cas de projets hybrides, par exemple, des tiers-lieux, etc. Bah, c'est là où vous pouvez, dans un premier temps, rencontrer des accompagnateurs un peu généralistes comme Antiela ou côté lyonnais ou l'Institut Transition. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. On essaye d'y répondre. Mais dans tous les territoires, il y a des points d'appui à la vie associative, il y a des maisons, des associations, enfin, auxquelles vous pouvez avoir un premier échange, en essayant de vérifier qu'ils ont un peu de bouteilles sur le sujet et qu'ils sont pas en train justement de partager des rumeurs un peu angoissantes parce qu'ils n'ont pas bien maîtrisé le sujet. Et le cas échéant, si vraiment vous avez un doute et que vous allez vers le rescrit, rencontrer des spécialistes, donc des juristes en droit des associations ou des avocats fiscalistes. En termes de soutien financier, vous pouvez rappeler combien chaque organisation mobilise. J'ai cru lire plus de 300 millions d'euros pour la Fondation de France. Donc en chat, si vous voulez remettre pour Samassi les volumes que vous avez, ça pourrait être bien. Question de Damien de l'URCPIE à laquelle j'ai pas une réponse tout à fait pertinente. Alors je vais pas prendre le risque, peut-être qu'il y a une personne plus compétente dans nos intervenantes. C'est quelle est la différence entre une fondation et un fonds de dotation? J'aurais pas la spécialité juridique pour vraiment dire quelque chose d'extrêmement précis. Donc s'il y a un intervenant, une intervenante qui veut soit prendre la parole, soit répondre dans le chat, n'hésitez pas. Je voudrais pas induire en erreur en justement disant des choses pas tout à fait exactes. Est-ce que vous soutenez les petites associations? Question de résonance. Donc là, je ne sais pas si ça s'adressait à une structure en particulier. À ce moment-là, ça devait être Nicolas qui parlait ou à toutes, mais vous pouvez répondre dans le chat si vous soutenez les petites associations, sachant que résonance, ça pourrait être bien de préciser ce que tu appelles une petite association, puisque est-ce que c'est pas de salariés du tout? Est-ce que c'est moins de 10 salariés, moins de 50 salariés? À partir de déjà plus de 10 salariés, je ne considère pas que c'est une petite association par rapport aux chiffres qu'on a pour les entreprises où effectivement 10 salariés, c'est une petite entreprise. Donc n'hésite pas à préciser ce que tu vois derrière. Et dernière question, a priori, en tout cas épinglée par Léa de Résonance, y a-t-il des fonds pour soutenir la sensibilisation du public et la rencontre entre le public et des acteurs de l'alimentation durable et respectueuse du vivant pour aborder des publics qui ne se sentent pas concernés? En tout cas, oui, je pense que c'est le cas puisque ça a été présenté par plusieurs, puisque c'est les enjeux d'alimentation durable qui sont quand même très soutenus en ce moment. On a vu avec le soutien à VRAC, Paysans de Nature, par exemple, qui a été proposé. Donc, clairement, il y a pas mal de fondations qui sont dessus en ce moment. Tu peux retrouver des listes un peu partout. Si besoin, pas hésiter, pareil, à nous écrire. On peut essayer de dire celles, en tout cas, que nous on connaît et qui ont soutenu des associations à Lyon comme le Fetou, VRAC, la Récupéria de Récupégamel. Enfin, donc on peut essayer de donner quelques réponses sans être tout à fait exhaustif. Et je crois qu'on a fait le tour des questions épinglées. Est-ce qu'il reste des questions non épinglées qui mériteraient d'être répondues? Je crois qu'on est bon. Pour Morgane, en tout cas, je vois la question. Si on est en cours d'accompagnement par un ou une avocate fiscaliste pour la demande de rescrit, est-ce qu'on peut prendre contact et déposer un dossier? Comme de ce que j'ai compris, pour toutes les fondations, il n'était pas demandé que vous ayez effectué la demande de rescrit. Dans tous les cas, pour moi, vous pouvez tout à fait, puisque, encore une fois, le rescrit n'est pas censé être demandé par une fondation en tant que telle. Elle peut le faire, c'est plutôt une maladresse. Mais la plupart ne le font pas et n'ont pas vocation à le faire. Pour moi, c'est souvent signe aussi des jeunes fondations qui ont beaucoup de doutes et pas, comme le disait Camille, de capacité à aller analyser en interne les structures qui financent. La loi française est une loi libérale. Elle considère que c'est à nous, sur la question de l'intérêt général et de la défiscalisation, de faire cette vérification. Et donc, quand l'association dit « je suis d'intérêt général » et que la fondation dit « je pense qu'elle est d'intérêt général », c'est OK. Par contre, si demain l'administration fiscale se penche sur le cas et n'est pas d'accord, il y a des conséquences pour l'association. Donc il faut être vigilant si on a un doute, c'est important. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions. Il y a beaucoup de petites remarques qui restent sur la fin, mais je crois que c'est plutôt bon. Fondation Carasso pour l'alimentation, précisée par Nicolas, effectivement, tout à fait pertinente. Je crois qu'on est bon. Et très bien, on a un petit peu débordé, mais moins que sur les 2 précédents webinaires. Donc je vous remercie aux 121 qui sont encore parmi nous. Je crois qu'on n'a presque pas atteint les 250. Donc j'espère que personne n'est resté sur le carreau cette fois-ci.
et que vous avez profité du webinaire avec plaisir. Je reste personnellement à disposition. Je vous enverrai un mail à la fin avec mon adresse personnelle martin.durigny@institut-transition pour répondre à toutes les questions, toutes les interrogations sur notre institut, mais aussi questions que vous auriez pour les intervenants, intervenantes, pour leur retransmettre ces questions si besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas, j'ai pas du tout peur des mails, donc n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Et je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé parce qu'ils étaient à fond dans le webinaire, et à très bientôt.